Il y a deux mécanismes. Soit on détient sa société en direct, je suis directement propriétaire des parts de ma boîte, je revends ma boîte, je paye de l'impôt immédiatement à la cession. Soit je détiens ma société d'exploitation avec ma holding. Et à ce moment-là, il y a par principe la plus-value qui va remonter dans la société holding, mais qui ne sera pas fiscalisée. Le principe, c'est que c'est une société qui va détenir des participations dans d'autres sociétés. Un peu comme la mère et les filles. Cela fait maintenant 2 ans que chaque semaine sur Just Focus, vous écoutez des investisseurs. Que ce soit des particuliers ou des gérants de fonds, ils partagent leur vision, leur stratégie, leurs engagements, avec toujours autant de passion. Mais après avoir abordé autant de thématiques autour de l'investissement, je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de mettre de l'ordre dans tout cela. J'ai donc fait appel à Étienne de Saint-Germain pour répondre de manière très concrète aux grandes questions patrimoniales que se posent beaucoup d'investisseurs. Étienne est Family Officer chez Sapiens, le Family Office nouvelle génération qui construit pour ses investisseurs une véritable roadmap patrimoniale. En appliquant la méthode Sapiens à votre situation et à vos objectifs, ils définissent la meilleure allocation pour vous et ils la mettent en œuvre. Étienne connaît donc sur le bout des doigts tous les rouages des stratégies patrimoniales, même les plus complexes. Holding, enveloppe fiscale, crédit, apport cession. Promis, grâce à lui, vous aurez les idées beaucoup plus claires dans quelques minutes. Alors je lui laisse le micro en toute confiance. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Étienne de Saint-Germain qui vient à nouveau aborder un sujet patrimonial avec nous. Et cette fois, il vient nous parler de holding. Parce que c'est vrai que dès lors qu'on commence à avoir un patrimoine qui se complexifie, la question de la holding se pose assez vite et il me semblait important qu'on fasse le point ensemble là-dessus. Merci Étienne d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors, est-ce que déjà peut-être tu peux revenir sur le principe de la holding, en quoi ça consiste de manière assez large et puis les utilisations qu'on peut mettre en face? Oui, bien sûr, une holding, en fait, c'est une société. Holding, c'est pas une forme juridique. C'est pas une forme juridique de société, c'est une société anonyme, par exemple une SA, une SARL, une SAS. La holding, elle peut revêtir de ces différentes formes. En général, on voit des holdings sous forme de SAS ou de société civile. Mais le principe, c'est que c'est une société qui va détenir des participations dans d'autres sociétés. Un peu comme la mère et les filles. Et ce qu'on voit le plus souvent, c'est une société holding qui détiendrait des parts dans la société d'exploitation dans laquelle l'investisseur est aussi chef d'entreprise. Et puis pourquoi pas une société civile immobilière qui détiendrait le patrimoine immobilier d'investissement, éventuellement les locaux professionnels de la boîte. Et puis pourquoi pas après une société de conseil aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir toutes ces sociétés d'exploitation et d'investissement encapsulées au sein d'une seule. Ok, il me semblait qu'on parle parfois de holding active ou passive. C'est quoi la différence exactement? Et quand on parle d'investissement, on parle plutôt de holding passive ou active? Les holdings actives, c'est des holdings qui auront un objet social effectif, c'est-à-dire que c'est des holdings qui exerceront normalement une activité, soit commerciale, opérationnelle. Les holdings passifs, c'est des holdings de détention pure, plutôt ce qu'on appelle des holdings patrimoniales, dont l'objectif ne sera pas d'exercer une activité opérationnelle, mais ce sera au contraire de détenir des parts dans des activités qui, elles, sont opérationnelles. Pour schématiser, la plupart des clients qui s'intéressent chez nous au format de holding, on va plutôt parler de holding passive, dans laquelle on viendra justement gérer le patrimoine. Ok, il y a une forme juridique à privilégier pour ce holding? Qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent? Alors c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de bonne façon en fait, de structurer sa holding comme de bonne façon de structurer un patrimoine. Il y a évidemment des formes qui sont plus adaptées que d'autres. Celle qu'on voit le plus souvent, c'est effectivement des SAS ou des sociétés civiles. Et par contre, en fonction des activités qu'on a, en fonction de la composition de son patrimoine aujourd'hui, en fonction de ses projets, en fonction de plein d'éléments, il y a peut-être une forme qui sera plus adaptée qu'une autre. Donc là, c'est un conseil qu'on va beaucoup donner aussi, évidemment, mais l'idée, c'est évidemment de se faire accompagner pour choisir la structure qui sera, elle, pour le coup, adaptée totalement à sa situation. Ok, j'imagine que ça a aussi un impact potentiellement fiscal ou sur le nombre de personnes qui peuvent être impliquées dans le holding ou ce genre Exactement. de choses. Okay. Ouais. Bah, déjà, de base, une société civile, tu peux pas la constituer si tu es tout seul. D'accord. Donc c'est forcément 2 personnes. Les autres formats, tu peux être tout seul.
Et effectivement, après, il peut y avoir des impacts fiscaux, il peut y avoir des impacts aussi sur le résultat de la société holding, sur ce que tu vas générer comme bénéfice, si c'est le cas. Tu peux avoir des incidences sur la transmission, mais des impacts fiscaux, effectivement, qui sont relativement importants. Oui. Ok, justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur les objectifs, parce que, comme tu le dis, le type de holding qu'on va construire va aussi dépendre des objectifs. C'est quoi pour toi les grands objectifs? À quel moment est-ce qu'on se dit, en fait, avoir une holding, ça a vraiment du sens dans ma situation, et qu'est-ce que tu en as comme expérience? Alors le premier élément, c'est peut-être un élément de confort, qui est de se dire, quand on commence à avoir plusieurs entreprises, la gestion peut être un peu complexifiée. Et le fait de tout centraliser dans une seule société va nous permettre d'avoir une vision plus claire et d'harmoniser et d'optimiser les flux. Il y a un principe qui est fondamental dans la structuration des sociétés holding, c'est ce qu'on appelle le régime mère-fille. À partir du moment où la holding détient une part importante dans ses filiales, on va pouvoir remonter de l'argent des différentes sociétés filles vers la mère, quasiment sans frottement fiscal. On paye quasiment pas d'impôts sur ces opérations-là. Et donc du coup, ça permet facilement de faire transiter de l'argent d'une société fille vers la holding. Et après, si besoin, de rebasculer cet argent vers une autre boîte. Donc on utilise ça parce que ça permet de tout remonter au niveau de la société mère pour faire des investissements, par exemple. Ça permet aussi d'optimiser sa rémunération. Si par exemple on a une activité opérationnelle, qui est, je ne sais pas, une activité dans l'industrie, donc au sein d'une société, et qu'en parallèle on a une société de conseil, donc un peu différente, et qu'on passe 80% de son temps sur la société de conseil et 20% sur la société industrielle, eh bien, le fait de faire remonter ces dividendes au niveau de la holding et de se rémunérer au niveau de la société holding va pouvoir nous permettre de se rémunérer au titre des activités et du temps qu'on a réellement passé dans les boîtes sous-jacentes. Voilà. Donc pour résumer sur ta question, c'est vraiment l'idée de se dire on va fluidifier, simplifier, éclaircir la gestion des différents flux d'argent au sein des sociétés qu'on détient. Et dans une logique aussi peut-être de transmission, est-ce que ça peut avoir une utilité, la holding? Ouais, carrément. En fait, une holding, c'est une société qui détient un patrimoine au sens large, puisqu'elle détient plusieurs sociétés qui elles-mêmes sont soit des sociétés opérationnelles, soit des sociétés d'investissement. Donc on peut retrouver de l'immobilier dedans, on peut retrouver des actifs financiers. Et le fait de transmettre les parts de la holding va faire qu'indirectement, on transmet tout ce qu'il y a en dessous. Mmh. Et pour les entrepreneurs et les personnes qui disposent d'un patrimoine conséquent, il y a une utilité en fait à se dire, moi je transmets à mes enfants progressivement les parts de ma société holding, donc la globalité de mon patrimoine qui est encapsulé. Et ensuite on utilisera différents leviers qui nous permettent tous les 15 ans par exemple de bénéficier d'abattements qui en gros nous permettent de donner sans droit de succession pour les enfants. Mmh. Et un deuxième qui est le démembrement. On dit en fait on va pas donner les parts en pleine propriété de notre société, on va donner que les parts en nue propriété, donc on donne avec une valorisation moins élevée. Tout ça c'est des éléments qui font que à notre décès en général, on a pu transmettre progressivement de son vivant une grosse partie de notre patrimoine financier en optimisant les droits de succession. Et est-ce que dans le cas où dans la holding, je sais pas, un contrat de capitalisation ou une assurance vie, le fait de le transmettre à tes enfants via la holding, ça dénoue forcément le contrat, ou est-ce que ça peut permettre au contrat de continuer de courir? Alors la holding, effectivement, quand elle est transmise aux enfants à son décès et que c'est eux qui en deviennent pleinement détenteurs, en fait, ils se retrouvent avec une société qui détient d'autres boîtes, qui détient des placements, et c'est à eux de les gérer. Pour reprendre ce que tu évoquais, alors l'assurance vie, on ne le retrouvera pas dans le format holding parce que c'est réservé aux personnes physiques, et la holding est une personne morale. Par contre, tu peux avoir des contrats de capitalisation, et le principe, c'est le contrat de capitalisation, effectivement, continue de tourner. Okay. Donc le contrat, il n'est pas dénoué, donc tu n'as pas, effectivement, payé d'impôts sur les plus-values que tu as générées. Si tu veux, et que tu es le repreneur de la holding, tu peux continuer d'utiliser ce contrat de capitalisation. Les intérêts qui courent à l'intérieur peuvent continuer de générer des fruits. Il n'y a pas forcément de rachat. Maintenant, c'est à toi aussi de te dire, j'ai récupéré effectivement cette holding-là, j'ai récupéré ce que m'a transmis mes parents. Voilà, est-ce que je l'utilise, est-ce que je ne l'utilise pas? Là, c'est propre à chacun. Tu évoquais tout à l'heure les abattements tous les 15 ans. Du coup, j'en déduis que c'est intéressant de mettre ses enfants le plus tôt possible dans sa holding, où il y a quand même des risques à le faire, ou d'autres intérêts. Ouais, et ça, c'est un mécanisme qui est aussi valable pour tout, au niveau de son patrimoine, qu'on ait une holding ou qu'on n'en ait pas. Le fonctionnement fiscal français
aujourd'hui, il permet tous les 15 ans de donner jusqu'à 100 000 euros à chacun de ses enfants, chaque parent à chacun de ses enfants, en franchise de droit de donation. Et ça, c'est renouvelé tous les 15 ans. Donc si on s'y prend tôt, l'idée c'est qu'on se dit, pour reprendre l'exemple de la holding, je fais rentrer mes enfants au capital de la société, pour une valeur minime. C'est moi qui continue d'en avoir le contrôle et la gestion. Et je commence progressivement, à hauteur des abattements, mais ça dépend complètement de la taille de ma société, mais à leur donner en franchise de droit. Donc moi, ça coûte rien à mes enfants, je leur transmets des parts. 15 ans plus tard, je continue de le faire. Mais l'idée, c'est que plus on le fait tôt, plus la valeur de la société holding qu'on donne au départ, elle est faible. Peut-être qu'au départ, notre société holding, elle détient que les parts de notre boîte principale qui est très peu valorisée, éventuellement une SCI qui est endettée, donc valorisée net à très peu aussi. Donc je vais donner, au final, une société qui vaut très peu. Cette société va évoluer, va fructifier, va gagner de l'argent, et donc sa valorisation globale va monter. Et à mon décès, les enfants, on aura déjà tout donné avant, donc ils vont se retrouver propriétaires de la totalité, avec un coût fiscal de donation qui a été vraiment optimisé. Et un dernier cas de figure, alors il en existe d'autres, mais qu'on aime beaucoup nous utiliser chez Sapiens, c'est l'utilisation de la société holding pour optimiser la cession des parts de sa société. Quand on est chef d'entreprise, on a la possibilité effectivement de céder son entreprise, de la revendre au bout de quelques années. Le principe, c'est qu'a priori, si on génère une plus-value, on va être taxé. Donc en fait, il y a deux mécanismes. Soit on détient sa société en direct, je suis directement propriétaire des parts de ma boîte, je revends ma boîte, je paye de l'impôt immédiatement à la cession. Soit je détiens ma société d'exploitation avec ma holding. Et à ce moment-là, il y a, par principe, la plus-value qui va remonter dans la société holding, mais qui ne sera pas fiscalisée, tant qu'on ne ressort pas l'argent de la holding. Donc à ce moment-là, la plus-value, en fait, je peux l'investir. Je peux la faire basculer dans ma société civile, qui est détenue par la holding. Je peux l'investir en financier, en actions, en ETF. Je peux en faire ce que je veux. Tant que je ne retire pas ces capitaux, je ne paye pas d'impôt. Et ça, c'est hyper puissant, parce que du coup, contrairement à la détention en direct, où j'aurais payé au moins 30%, là, je peux faire travailler un montant plus conséquent. Il y a juste une distinction qui est fondamentale, c'est quand est-ce que j'ai fait remonter les parts de ma boîte dans ma holding. Est-ce que c'était relativement tôt, juste avant ma cession, ou est-ce que c'était il y a très longtemps ? Et si c'était juste avant la cession, donc dans un délai de 3 ans, à ce moment-là, on va être contraint de devoir réinvestir au moins 60% du produit de la vente de la boîte dans des activités éligibles, à l'article qu'on appelle 150.0 BTR. Et on fera sûrement un épisode dédié à ça, que je vous invite à écouter d'ailleurs. Retenez juste que c'est une contrainte, et donc que les investissements que vous allez devoir réaliser, vous allez avoir un choix qui est moindre, et vous allez forcément devoir prendre du risque. Donc là, un conseil qu'on donne, systématiquement, c'est que si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à détenir les parts de votre société dans votre holding, le plus tôt possible. Vous n'avez pas forcément une cession en tête dans les années à venir, mais a fortiori quand ça arrivera et que vous céderez votre boîte, vous aurez des avantages fiscaux qui seront hyper conséquents. Ok, très clair. J'ai peut-être une dernière question assez pratico-pratique. Tu m'as convaincu. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir une holding. Par où je commence ? Qui les professionnels que je contacte ? Est-ce qu'il faut rédiger des statuts ? Est-ce qu'il y a des templates qui existent ? Alors, je pense qu'il existe, je pourrais pas te dire avec certitude, sûrement des templates, mais je suis pas du tout convaincu que ce soit la meilleure option. Est-ce que ChatGPT fait des bons statuts de holding ? Je pense que ChatGPT se débrouille et se débrouillera peut-être mieux plus tard, mais je suis pas convaincu que ChatGPT connaisse 100% des tenants et aboutissants de ma situation et me propose au final la meilleure chose. La réalité, c'est ça, c'est qu'effectivement, se faire accompagner, c'est absolument déterminant. Peut-être que le premier professionnel à contacter au départ, c'est quelqu'un qui va avoir une vision large, la plus large possible, et qui vous connaît bien. Donc soit c'est votre family office ou votre conseiller en gestion de patrimoine comme Sapiens. Ça peut être aussi pour certains chefs d'entreprise leur expert comptable. On connaît des experts comptables qui travaillent très bien ces sujets-là et qui globalement connaissent très bien la situation des chefs d'entreprise, donc ils peuvent savoir si c'est adapté ou non. Ça peut être éventuellement un avocat fiscaliste.
L'intérêt du CGP ou du Family Office, c'est que, a priori, ça vous coûte rien, vous demandez vraiment un conseil et savoir déjà si c'est pertinent ou pas. Ensuite, pour activer et effectivement mettre en pratique cette création de société, il va falloir rédiger les statuts, il va falloir l'immatriculer. Donc là, c'est plutôt du boulot de l'expert comptable ou de l'avocat fiscaliste. Voilà, dépendamment de celui qui est capable de le faire et de vous aider dans votre situation, mais c'est très compliqué de le faire tout seul. Ok, super clair. Écoute, merci beaucoup. On prendra contact avec un family officer ou avec un avocat ou un expert comptable pour avancer sur le sujet. Avec plaisir. À bientôt. Et voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, le Family Office nouvelle génération, qui a rendu possible sa réalisation. Si vous voulez faire le point sur votre situation patrimoniale ou découvrir la sélection d'investissements exclusive de Sapiens, rendez-vous sur sapiens.com. Vous pourrez parcourir leur offre, mais aussi prendre rendez-vous avec un family officer pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. C'est ultra simple et ça change vraiment la donne pour nous. Partagez largement cet épisode autour de vous, laissez un commentaire 5 étoiles et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.